Philippe Le Guen, rebonjour, vous êtes le président de l'association Jean Monnet. Alors on avait évoqué déjà dans une première émission un peu la biographie de Jean Monnet, depuis sa naissance jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et le moment où il est nommé commissaire général au plan, où il crée le commissariat général au plan, pour relancer l'économie en France notamment. Et puis, bon, on arrive aux années 50 et il y a toujours cette idée qu'il faut s'unir, il faut une Europe unie, il faut en finir avec la guerre. Absolument. Au lendemain de la guerre. Et puis, il faut s'unir parce qu'économiquement, c'est important. Oui, et Jean Monnet a un plan pour cela, qu'il avait d'ailleurs depuis déjà 1943 en tête, c'est de commencer par le nerf de la guerre, par l'énergie et la matière première avec laquelle on fait les armes, c'est le charbon et l'acier. Charbon et l'acier. C'est la Roure et la Lorraine. C'est finalement dans l'histoire de l'Europe, des contrées où on s'est toujours fait la guerre pour ces matières premières. Et donc, son plan, c'est ça. C'est remettre sur un pied d'égalité les vainqueurs et les vaincus, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Un pays vaincu comme l'Allemagne, eh bien, on ne vient pas l'occuper et lui prendre son charbon, mais on vient se mettre en commun le charbon et l'acier dans un marché commun, dans une communauté. Et ça, c'est tout à fait unique dans l'histoire. Mais pour ça, il lui faut un homme politique pour porter ce projet-là. Oui, parce que c'est un projet, d'abord, c'est assez malin de commencer, au fond, par l'économie. Enfin, il n'y a pas tellement d'autres choix en 1950, quand même. C'est vrai, on ne peut pas dire, voilà, on va faire une alliance politique immédiatement avec l'Allemagne, il y a encore, on est 5 ans après la guerre. Oui, absolument. Donc il faut, oui, en effet, parce que lui, alors, peut-être une question comme ça, entre parenthèses, mais pourquoi, au fond, n'a-t-il jamais voulu, lui, se lancer directement dans la politique? Il considérait que c'était pas son rôle. Lui, il était là pour amener des projets, les faire fonctionner. Et c'était pas du tout son rôle d'être sur le devant de la scène. Et à chaque fois qu'on lui a proposé... oui, parce qu'on a dû lui proposer. Oui, on lui a proposé de se présenter à des élections, etc. Il a toujours refusé. Voilà. Il préférait le concret, l'action... plutôt que d'être emprisonné aussi. Et puis il était très libre. Il voulait rester indépendant et libre de penser. Et donc, mais par contre, il savait évidemment qu'il lui fallait un relais politique. Voilà, un relais politique, quelqu'un qui n'avait pas peur de jouer sa carrière, parce que c'était quand même gros. Et Robert Schuman était l'homme de la situation, lorrain, respecté en France. Pas associé à un quelconque scandale, comme on aurait peut-être aujourd'hui, enfin un homme intègre. Et Schuman est absolument s'engage à fond dans ce projet-là. Il le porte politiquement. Voilà. Et il engage la France, alors qu'il n'était même pas Premier ministre, mais qui était ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui engage la France et qui en parle aussi au chancelier Adenauer, le chancelier Adenauer, après quelques instants de méfiance en disant qu'est-ce que c'est que cette proposition que nous font les Français, comprend que c'est une chance historique et que c'est sérieux et que c'est honnête. Et il s'engage aussi au nom de l'Allemagne. Donc on va voir la naissance de la CECA. De la communauté du charbon et de l'acier, la première communauté. Et qui est au fond la matrice de Oui, et les institutions créées à l'époque par Monnet et Schuman pour faire fonctionner cette CECA sont en tout point semblables, finalement, déjà, les ancêtres des institutions que nous avons aujourd'hui dans l'Union européenne. Et lui, il devient quoi? Une sorte de président de la Commission? Voilà, il devient une sorte de président de la Commission. Il devient président de la haute autorité supranationale qui contrôle le fonctionnement et qui organise le fonctionnement de cette communauté, qui ne dépend ni d'un État ni d'un autre. Et il y a aussi, déjà à l'époque, une cour de justice qui est créée pour régler les différends commerciaux, etc. Il y a un parlement aussi qui existe, c'est-à-dire des représentants des parlements des pays membres sont nommés là aussi. Ils n'ont pas encore beaucoup de pouvoir. C'est pas un parlement européen, mais ils sont là. Donc tout ça est déjà... et puis évidemment le Conseil des États, enfin les représentants des États. Donc on a vraiment l'organisation institutionnelle d'aujourd'hui. Et ça va aboutir évidemment en 1957 au traité de Rome. Alors le traité de Rome, c'était pas forcément déjà dans les têtes en 1950, non. Mais il y a un épisode qu'il faut rappeler, c'est en 1954, l'échec de la Communauté européenne de défense, que Jean Monnet avait appelé de ses voeux et qui avait été pratiquement bouclé. Les États l'avaient
tous accepté, et c'est finalement la France qui rejettera, sous le gouvernement Mendes France, qui votera non la Chambre des députés, et donc le projet n'aboutira pas. Et Monet, sur le moment est très déçu, mais il se dit il faut qu'on continue quand même l'intégration européenne. Toujours cette volonté. Voilà. Donc il part à ce moment-là plutôt réfléchir sur les aspects de marché commun. Et c'est ce qui donnera la conférence de Messine d'abord, dans laquelle les États membres vont préparer les sujets qui seront définis dans les traités à venir. Et les traités de Rome, il y en avait deux, le traité du marché commun, de la communauté économique, et puis le traité Euratom pour le marché commun de l'énergie atomique civile, qui n'est pas très connu, mais qui c'est vrai qu'on en parle moins. Il est moins politique, mais important. Donc c'est quand même la naissance de l'Europe grâce à Jean Monnet. Et on est en traité de Rome 57. De Gaulle revient au pouvoir en 58. Et disons dans la précédente émission, au fond, les débats qu'on a aujourd'hui sur l'Europe, est-ce qu'il faut que ça soit des nations, l'Europe des nations, est-ce qu'il faut qu'il y ait une plus grande alliance entre l'Allemagne et la France, est-ce que ça doit être le moteur de l'Europe, ou est-ce qu'au contraire il faut une Europe plus intégrée? C'est un peu le débat qu'ont eu De Gaulle et Monnet. Oui, c'est le débat qui depuis l'origine. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, on a commencé par la France et l'Allemagne, par la réconciliation. Les autres pays du Benelux et l'Italie se sont rejoints, et puis d'autres pays se sont rejoints ensuite. Mais c'est vrai que l'origine, c'est ça, c'est cette réconciliation entre la France et l'Allemagne. De Gaulle, lui, considérait que c'était plutôt le traité de l'Élysée en 1961 qui avait consacré cela. Oui, pour De Gaulle, c'était la France et l'Allemagne, et puis le reste, je crois qu'il disait, c'est des légumes. Il y a une phrase comme ça. Et puis, il voulait surtout pas des Anglais. Oui, il voulait pas des Anglais. Il a fait la politique de la chaise vide. Il a fait la politique de la chaise vide pour retarder au maximum l'avancée européenne et surtout l'arrivée de la Grande-Bretagne. Mais déjà, la politique de la chaise vide, à l'époque, ça a retardé les choses, mais ça ne les a pas arrêtées. C'est-à-dire que l'idée, il pouvait y avoir, selon Jean Monnet, des décisions qui étaient prises à la majorité, et De Gaulle voulait qu'il y ait l'unanimité, voulait pouvoir mettre son veto. Il est clair qu'à l'époque, Jean Monnet, commence à réfléchir sur ce mode de décision. Jean Monnet avait été très marqué quand il avait été à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, par le fait qu'un pays pouvait, avec son droit de veto, bloquer ad vitam aeternam des décisions prises par tous. Ça, il n'en voulait pas. Oui. Donc évidemment, il voulait les États-Unis d'Europe. Alors il faut faire attention dans cette. il nous dit pas je veux que l'Europe soit organisée comme les États-Unis, mais je veux des États européens qui soient unis. Voilà. Et justement, pour être plus fort, il faut être unis. C'est toujours ce message qu'il a depuis qu'il est jeune à Cognac. Si nous sommes petits, il savait que l'Europe ne pèserait pas lourd dans le monde dans les années qui viendraient. Il avait cette intuition parce qu'il le savait. Il avait vu, il avait voyagé, il savait. Il ne faut jamais oublier que c'est un homme d'affaires. Oui. Il savait très bien le poids économique des régions du monde. Et il savait que pour que des pays européens enfin pacifiés, donc qui ne se consacraient plus leur énergie à s'entretuer et à se faire la guerre, mais pour pouvoir survivre dans ce monde global, quelque part, il fallait qu'il soit uni et fort. Et voilà. C'est ça son message. Il est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité. On est ici donc dans sa maison à Bazoches. Pour ceux que ça passionne, il y a des biographies de Jean Monnet qui sont en vente. Il y a une petite biographie qui coûte 5 €, qui est importée de tous. Mais je voudrais qu'on parle quand même de cette maison Jean Monnet, parce que c'est une association. Pourquoi elle a été créée et qu'est-ce qu'on y fait? Alors d'abord, l'association s'occupe d'entretenir la maison, mais la maison en elle-même est une propriété de l'Europe, du Parlement européen, qu'il a acheté quelques années après la mort de Jean Monnet pour qu'elle reste un lieu de mémoire de la construction européenne, parce que c'est ici que le projet a germé. Oui, c'est ça. Et on n'avait pas de lieu de mémoire. On a des lieux de mémoire qui rappellent des batailles, des défaites ou des victoires, mais on n'a pas de lieu de mémoire qui rappelle la paix en tant que telle. À part les maisons de ces hommes. Il y a aussi une maison Robert Schuman, il y a aussi une maison Adenauer. Mais nous, en plus, ici, nous sommes un centre d'information et d'éducation sur l'Europe. Alors vous êtes ouvert tous les jours? Nous sommes ouverts tous les jours de l'année.
nous recevons tous les visiteurs et nous recevons beaucoup de groupes, en particulier de jeunes, de classes, d'Île-de-France principalement, mais aussi d'ailleurs et de toute l'Europe, voire du reste du monde, auxquels nous expliquons le plus simplement possible quel est le projet européen depuis son origine et puis où on en est aujourd'hui, quels sont les sujets de demain. Voilà, et donc c'est ce que nous faisons. Donc il y a un côté didactique, enfin voilà, pédagogique. On essaie d'expliquer ça de manière simple, parce que le reproche qui est fait toujours à l'Europe, on commence par dire c'est compliqué. Oui. Évidemment, si on vous dit personne n'explique, oui. Voilà, si on vous dit c'est compliqué, bon, mais non, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Simplement, on n'en parle jamais, ne serait-ce qu'à l'école. Il n'y a pas de cours d'instruction civique européenne. Donc, nous essayons. Les gens restent entre 1h30, 2h30 ici. On essaye au moins de leur expliquer les bases pour qu'ils puissent y revenir une fois rentrés chez eux, ou qu'ils puissent y réfléchir et qu'ils puissent se dire, finalement, j'ai un petit peu compris. Comment ça marche, donc voilà. Et vous organisez aussi des colloques, non? On organise des colloques, des séminaires, des colloques sur des sujets. Comme nous sommes ici un établissement indépendant de tout ministère national, nous autorisons à parler sans tabou de n'importe quel sujet européen. Voilà. Vous avez une liberté de parole, voilà. Absolue. Merci infiniment. Donc on peut venir, c'est à Bazoches, c'est facile, c'est bien fléché. C'est facile si vous avez quand même une voiture ou si vous êtes un bon marcheur comme Jean Monnet. En plus, le village est superbe. Il y a encore du cognac Monnet? Il y a du cognac Monnet qui n'appartient plus à la famille, mais qui appartient à une autre société, mais qui continue à être commercialisé sous le nom de cognac Monnet. Et que vous trouverez d'ailleurs à notre boutique. Voilà, si ça vous intéresse. Merci infiniment, Philippe Legade. Je vous en prie.